Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gazou. Dans le podcast d'aujourd'hui, nous allons résoudre ensemble l'exercice 52 qui comporte un total de 4 sous-questions. Alors, dans cet exercice, nous nous intéressons à un problème de Cauchy dont l'équation différentielle est ici, ainsi que sa condition initiale. Alors, la première sous-question de cet exercice est la suivante. Alors, est-ce que l'équation différentielle est non linéaire? Alors, si on regarde la forme de notre équation différentielle, nous voyons que u' de x est égal à une certaine fonction f, et dans cette fonction f, nous avons u de x qui est multiplié par 5, où 5 est une constante. Et donc, comme u de x est simplement multiplié par 5, eh bien, nous pouvons dire que ce problème est linéaire. Ce problème n'aurait pas été linéaire dans le cas où notre fonction u de x avait été multipliée par exemple par un polynôme x, par un polynôme x carré, ou bien par une fonction cosinus, sinus, etc., etc. Or, ce n'est pas le cas ici, donc nous pouvons bien dire que notre problème est bien linéaire. Alors, dans cette deuxième sous-question, on nous demande si l'équation est homogène ou pas. Alors, est-ce que cette équation est homogène? Eh bien non. Pourquoi? Car en plus de retrouver notre fonction u de x, eh bien nous avons également un terme qui est 5x, mais également 1. Donc nous avons, en plus de u de x, un certain polynôme que nous venons additionner, ce qui fait qu'en fait, eh bien, notre équation différentielle n'est pas homogène. Alors, dans cette troisième sous-question, nous allons résoudre notre problème de Cauchy et trouver la solution analytique à l'équation différentielle. Donc, comment est-ce que nous allons procéder? Nous savons que nous avons une équation différentielle du premier ordre qui est linéaire et non homogène, ce qui veut dire que la solution que nous allons trouver comporte deux parties, une partie homogène et une partie qui est appelée la solution particulière. Et la solution à notre problème de Cauchy sera donc la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Donc, dans un premier temps, nous allons calculer la solution homogène. Comment est-ce que nous faisons cela? Eh bien, nous reprenons notre équation différentielle et nous gardons uniquement la partie homogène de cette équation. Donc, nous avons que u' de x est égal à moins 5 fois u de x. Et afin de calculer la solution homogène, nous allons utiliser la méthode du polynôme caractéristique. Donc, le polynôme caractéristique de cette équation différentielle est x plus 5 est égal à 0. Et donc, x est égal à moins 5. Et nous savons donc que la solution homogène de notre équation différentielle est que xh, u de x, u de xh est égal à une certaine constante fois une exponentielle élevée en moins 5x, où le moins 5 est tiré de la solution de notre équation caractéristique. Donc très simplement, nous avons trouvé la solution homogène de notre problème. Nous allons maintenant nous intéresser à la solution particulière. Alors, comment trouver ici la solution particulière? Eh bien, pour une équation différentielle, nous savons que la solution particulière est toujours du même type, en fait, que la partie non homogène de notre équation différentielle. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, nous avons un polynôme du premier degré, nous avons 5x plus 1, et donc nous pouvons en fait essayer avec une solution particulière du même type. Donc, nous allons essayer avec une solution particulière up de x, qui est égale à un polynôme du premier degré. Donc, nous avons deux constantes que nous allons devoir déterminer, b et c. Alors, comment est-ce que nous allons déterminer les constantes a, b et c? Eh bien, nous allons utiliser la condition initiale de notre problème de Cauchy. Donc, notre condition initiale nous dit que en x est égal à 0, u de x est égal à 1. Or, nous savons que u de x est égal à la somme de la solution homogène et de la solution particulière. Donc, u de x est égal à uh de x plus up de x, qui est égal à a fois e exposant moins 5x plus bx plus c. Et en utilisant notre condition initiale, nous avons que u de 0 est égal à a
fois e exposant 0, donc c'est égal à 1, plus b fois 0, plus c, le tout est égal à 1. Donc, nous avons ici une première équation qui est que a plus c est égal à 1. Alors, ensuite, nous allons devoir trouver encore deux équations qui vont nous permettre de déterminer nos coefficients. Alors, comment est-ce que nous allons faire ça? Eh bien, en fait, nous connaissons la forme de u de x, et ce que nous allons faire, c'est venir la remplacer dans notre équation différentielle. Donc, qu'est-ce que nous devons calculer? Nous devons calculer la dérivée de u de x, afin de la remplacer ici dedans, et ensuite utiliser u de x que nous allons injecter ici dedans. Alors, u' de x est égal à quoi? Donc, u' de x est égal à moins 5a fois l'exponentielle de moins 5x plus b. Et maintenant, il nous suffit d'injecter cela dans notre équation différentielle. Donc, si je fais ça ici en haut, nous avons que moins 5a fois l'exponentielle de moins 5x plus b est égal à 5x moins 5 fois u de x, donc moins 5a fois e exposant moins 5x, plus, et un moins, donc moins 5bx, moins 5c, plus 1. Alors, ce que nous faisons maintenant, c'est simplifier ce que nous avons ici. Donc nous avons moins 5e fois l'exponentielle de moins 5x. Nous l'avons ici, donc ça nous permet de simplifier. Et ensuite, eh bien, nous identifions terme à terme les membres de notre équation. Donc, qu'est-ce que nous avons de degré 0? Nous avons b et moins 5c et 1. Donc la première équation est que b est égal à moins 5c plus 1. Car comme nous avons une égalité, il faut bien que de chaque côté de l'égalité, eh bien, les termes du même degré soient égaux. Donc, pour les termes du degré 0, b doit être égal à moins 5c plus 1. Ensuite, pour les termes en x, de ce côté-ci de l'égalité, nous n'avons rien. Donc 0 est égal à 5x moins 5bx. Je vais mettre 5 moins 5b, car ici on s'intéresse uniquement aux coefficients qui sont devant. Et donc, comme ça, nous avons trouvé nos trois équations qui vont nous permettre de trouver nos trois paramètres A, B et C. Alors, donc nous avons 1, 2 et 3. Si on prend cette première équation, on trouve que B est égal à 1. Ensuite, si on injecte que B est égal à 1 dans l'équation numéro 2, on trouve que 1 est égal à moins 5c plus 1, et donc que C est égal à 0. Et finalement, en utilisant la troisième équation que nous avons trouvée, nous savons que C est égal à 0, et donc A est égal à 1. Et comme ça, nous avons trouvé nos trois coefficients A, B et C. Et donc, si je réécris la solution de notre problème, eh bien, nous avons que U de X est égal à E exposant moins 5x plus X. Alors, dans cette quatrième sous-question de l'exercice 52, on va s'intéresser à la stabilité de plusieurs méthodes pour le problème de Cauchy que nous avons initialement. On va s'intéresser à Euler explicite, à Euler implicite et à du Runge-Kutta d'ordre 4. Alors, comment est-ce que nous allons procéder pour analyser la stabilité de chacune de ces méthodes? Eh bien, en fait, nous allons nous intéresser au problème modèle qui est le suivant. Alors, pourquoi est-ce que c'est correct de s'intéresser à la stabilité de ce problème modèle
si pour, pour étudier la stabilité de notre problème de Cauchy de l'exercice, eh bien c'est parce qu'en fait, ce problème modèle peut être vu comme une linéarisation du cas général en un point particulier, où lambda est un complexe qui est égal au jacobien de notre fonction f. Et ce qui fait qu'en fait, eh bien, étudier le problème modèle pour la stabilité est totalement correct. Donc, ce qui nous intéresse ici pour que notre modèle soit stable, c'est qu'en fait, les UI que nous allons calculer tendent vers 0. Ce qui revient à dire que les valeurs de h fois lambda doivent être plus petites que 1. Et donc, ce qui veut dire en fait que le facteur d'amplification de notre méthode soit strictement inférieur à 1. Donc, comment est-ce que nous allons faire? Eh bien, nous allons appliquer ce problème modèle à chacune des méthodes, en sachant que f est égal à lambda fois u. Donc, si maintenant je m'intéresse à la méthode de l'air explicite, en utilisant mon problème modèle, je sais que u de i plus 1 est égal à u de i plus h fois f, donc lambda u de i. Et donc u de i plus 1 est égal à 1 plus h lambda fois u de i. Et pour que mon problème soit stable, je veux que u de i tende vers 0 lorsque i tend vers l'infini. Et donc il faut que mon facteur d'amplification, que ce facteur-ci soit strictement inférieur à 1 en valeur absolue. Et donc, il faut que 1 plus h lambda soit plus petit que 1. Et comme je l'avais dit au début, lambda représente en fait le jacobien, peut être interprété comme le jacobien de f au point qui nous intéresse. Et ce que j'ai fait précédemment, c'est que j'ai calculé le jacobien de notre problème de Cauchy ici. On a un jacobien négatif qui est égal à moins 5. Et donc en fait, si j'utilise maintenant le lambda de notre problème, je sais que je dois satisfaire que 1 plus h fois moins 5, donc on va dire moins 5h, doit être plus petit que 1. Et cette inéquation va me permettre bien, de calculer le pas h qui est nécessaire afin que ma méthode numérique de l'air explicite pour mon problème de Cauchy suivant soit stable. Et donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve qu'en fait, mon pas pour l'air explicite doit être plus petit que 0,4. Et donc, si je résous mon problème de Cauchy suivant avec la méthode de l'air explicite et un pas qui est plus petit que 0,4, j'aurai une méthode numérique qui est dite stable. Ensuite, on peut s'intéresser également à la méthode de l'air implicite. Donc je vais faire exactement la même chose que pour l'air explicite. Donc, si j'utilise mon problème modèle avec du LR implicite, je sais que u de i plus 1 est égal à u de i plus h fois lambda u de i plus 1. Et donc, u de i plus 1 moins h lambda est égal à u de i, donc u de i plus 1 est égal à u de i divisé par 1 moins h lambda. Et donc ici, ma condition de stabilité est que 1 divisé par 1 moins h lambda soit plus petit que 1. Or, si je reprends mon problème de Cauchy actuel et que je remplace dans l'inéquation suivante, je dois satisfaire l'inéquation qui est que 1 plus 5h doit être plus petit que 1. Or, cette inéquation est toujours vérifiée car j'ai un pas h qui est positif. Et ce qui veut dire qu'en fait, ma méthode de l'air implicite est inconditionnellement stable. Je peux donc prendre un pas h que je souhaite. Alors, finalement, on va s'intéresser à la méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, qui est un peu plus particulière. Donc en fait, si on se rappelle du cours, on se souvient que pour calculer les coefficients de notre méthode de Runge-Kutta d'ordre 4, en fait, on s'intéresse également à notre méthode de Taylor d'ordre 4. Et ce qu'on fait, c'est que pour trouver les coefficients, on compare notre Runge-Kutta d'ordre 4 à notre méthode de Taylor, et on obtient alors, en analysant terme à terme, des équations qui vont nous permettre de trouver nos coefficients. Ce qui va en fait dire que la zone de stabilité de ma méthode de Runge-Kutta d'ordre 4
est exactement la même que la zone de stabilité de ma méthode de Taylor d'ordre 4. Et donc je peux utiliser le résultat de Taylor pour analyser la stabilité de mon Runge-Kutta d'ordre 4. D'accord? Donc, en fait, si je reprends mon problème modèle et que je l'utilise avec mon Taylor d'ordre 4 ici, eh bien, j'obtiens que U de I plus 1 est égal à U de I plus H fois, alors F, donc lambda U de I, plus H demi lambda carré U de I, plus H carré divisé par factoriel de 3, donc 6 lambda cube, plus H cube lambda exposant 4, divisé par factoriel de 4, donc 24. Alors, si je mets U de I en évidence ici, j'ai que U de I fois 1 plus H lambda, plus H carré lambda carré sur 2, plus H cube lambda cube sur 6, plus H exposant 4 lambda exposant 4 divisé par 24, le tout fermé la parenthèse. Et donc, pour que ma méthode soit stable, il faut que ce facteur d'amplification ici soit strictement inférieur à 1. Alors, donc, mon inéquation pour ma méthode de Runge d'ordre 4 est que mon facteur d'amplification, donc sa valeur absolue en fait, soit strictement inférieur à 1. Et donc, si j'applique maintenant ça en utilisant le jacobien de mon problème de Cauchy, donc le jacobien est égal à moins 5, et que je remplace donc les valeurs de lambda correspondantes ici dans cette inéquation, je trouve le pas H qu'il me faut pour que ma zone, pour que ma méthode soit stable. Et en fait, en résolvant cette inéquation, je trouve que H doit être plus petit que 0,55, 71. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé avant ça? J'ai trouvé que pour ma méthode de l'air explicite, je dois avoir un pas H plus petit que 0,4. Pour ma méthode de l'air implicite, j'ai une méthode inconditionnellement stable, donc je peux choisir le pas H qui m'intéresse. Et pour ma méthode Runge-Kutta d'ordre 4, j'ai un pas H qui est plus grand que pour ma méthode de l'air explicite. Et donc, comme ça, eh bien, nous avons analysé la stabilité numérique de 3 méthodes différentes pour résoudre notre problème de Cauchy qui nous intéresse ici.